Mettre votre roi en sécurité, c'est l'un des grands principes aux échecs, mais vous allez voir que très souvent, c'est la dernière chose à faire. Et on va le voir à travers 3 exceptions, et pour la première, on va commencer avec la partie du numéro 1 français Firouzja, ici qui a les noirs, contre Erdos avec les blancs. On a ici une carocane, et dans cette variante ici, après E prend D5, C prend D5, on a la structure Carlsbad, et dans ce genre de situation, très souvent, qu'est-ce qui se passe? Les blancs, ils vont balancer leur pion à l'aile roi pour attaquer le roi noir qui va faire petit roc. Et là, très souvent, vous aurez beaucoup de joueurs qui vont se dire, bon bah, on m'a dit que le grand principe aux échecs, hein, c'était de très vite développer les pièces et ensuite de mettre le roi en sécurité avec petit roc. Sauf que là, si vous indiquez très tôt l'adresse de votre roi et si vous vous empressez de mettre votre roi en sécurité, et ben le problème, c'est que pour l'adversaire, ça devient très très simple de savoir où sera votre roi et de lancer facilement l'attaque et de commencer à lancer tout ça pour attaquer votre roi. Sauf que Firouzja, ce qu'il comprend, c'est que très souvent, on a intérêt à pas tout de suite mettre son roi en sécurité, et je vais vous montrer pourquoi. Ici, Firouzja, il joue ici H6 pour empêcher le fou G5 qui clouerait le cavalier, et après C3, fou D6, fou C2, tour C8, il joue Firouzja, et là, Erdos, ici, il joue G4. G4, ça indique très clairement la volonté des blancs de ensuite pousser G5 pour ensuite ouvrir les lignes sur le roi noir qui va faire petit roc, et on pourra ensuite mettre la tour en G1 sur la colonne ouverte et commencer vraiment à lancer une très très forte attaque sur le roi noir. Par exemple, si vous faites petit roc, la position est quasiment déjà perdante. G5, ici on menace le cavalier et le pion, il faut prendre, et après fou prend G5. Par exemple, on joue fou E7 hein, pour venir défendre ici le cavalier F6, mais après tour G1, ici la pression qui est beaucoup trop forte avec toutes ces pièces qui sont à proximité du roi noir, la position est quasiment perdante, l'échec et mat va probablement venir. Et ça, c'est ce qui se serait passé si on avait mis un peu trop vite notre roi en sécurité avec petit roc. Quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que un des grands avantages de pas tout de suite mettre le roi en sécurité avec petit roc, c'est qu'en le gardant au centre, on se garde l'option à tout moment de l'envoyer sur l'autre aile plutôt que sur l'aile roi. Et donc finalement, on brouille les pistes pour l'adversaire et c'est très difficile pour lui pour savoir où attaquer. Ici, après G4, qui indique très clairement la volonté des blancs de lancer l'attaque sur l'aile roi, et bah Firouzja, il a joué l'incroyable coup roi D7. Et tout d'un coup, en fait, il se dirige vers roi C7 et roi B8, et il va faire comme un grand roc. Mais ça, il n'aurait jamais pu le faire s'il avait tout de suite joué petit roc beaucoup trop tôt. Ça continue ici avec G5, H prend G5, fou prend G5, roi C7, grand roc, et roi B8. Et en fait, en n'ayant pas indiqué trop tôt l'adresse de son roi, en n'ayant pas mis son roi en sécurité trop tôt, il a gardé cette flexibilité qui lui a permis d'aller à l'aile roi quand il a remarqué que son adversaire a commencé à lancer l'attaque à l'aile roi. C'est l'un des grands avantages de retarder la mise en sécurité de votre roi. On va continuer ici avec un deuxième exemple, une partie très célèbre entre Nigel Short, qui est un ancien candidat au titre du champion du monde, contre Jan Timman avec les Noirs, qui est aussi un grand champion des années 90. On commence dans cette partie Alekhine et vous allez voir que très rapidement on va arriver dans une position d'attaque pour Nigel Short qui a les blancs. Très souvent vous avez cette formation petit roc fianchetto et comme toujours, hein, quand vous faites G6, fou G7, petit roc fianchetto, vous avez les cases noires qui sont relativement faibles. Et donc ce que va chercher à faire ici Nigel Short, c'est commencer à attaquer ces cases noires. Alors comment il y parvient? En ramenant la dame en H4 pour ensuite jouer fou H6 et commencer à échanger le défenseur des cases noires, le fou G7, et si ce défenseur disparaît, les cases noires seront très faibles. Ça continue ici avec fou H6, donc Timman qui refuse bien sûr l'échange des cases noires, mais ça continue avec tour D8, fou B7, tour AD1, et ici, il réussit enfin à échanger les cases noires, il joue dame F6, H4 et H5, et on arrive dans le moment critique. En fait, comme on est tellement omnibulé par mettre notre roi en sécurité que depuis tout petit, ce qu'on nous a appris, c'est que attention, il faut mettre le roi en sécurité, il faut pas le mettre au milieu de l'échiquier, c'est trop risqué, notamment en milieu de partie, et bah très souvent, on oublie que
On peut aussi utiliser parfois le roi comme une arme offensive. Et là, c'est ce que fait ici Nigel Short avec roi H2. Est-ce que vous avez vu son idée? Elle est magnifique. En fait, ce que remarque Nigel Short, c'est que, en fait, il aimerait beaucoup faire Dame G7 échec et mat. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'a personne pour défendre la dame lorsqu'il ferait Dame G7 échec et mat. Et donc Nigel Short, il se dit, ah ben tiens, si je ramenais mon roi jusqu'en H6, et en ramenant son roi jusqu'en H6, bah tout d'un coup, après, il pourra faire Dame G7 échec et mat. Et en fait, quand on y pense, les noirs, ils peuvent pas vraiment parer ce plan. Pourquoi? Parce que la dame ne peut pas s'infiltrer, ici c'est défendu, ici c'est défendu, ici c'est défendu. Donc finalement la dame gêne le fou, et la tour ici ne peut pas s'activer, si elle va en D8 sur la seule colonne ouverte, à chaque fois il y a tour prend D8 et les noirs perdent ici une tour, et donc finalement les noirs ne peuvent rien faire, et ils sont obligés d'attendre passivement, c'est ce que fait ici Timan avec tour C8. Mais Short joue roi G3, il fait tour CE8 Timan, et roi F4, et fou C8, et roi G5. Et vous aurez beau ici prendre la tour, et bah je joue roi H6, et au prochain coup, dame G7, échec et mat. On peut aussi se dire qu'on pourrait faire roi H7 pour empêcher roi H6, mais le problème ici c'est dame prend G6, magnifique. Échec, parce qu'en fait le pion est cloué, le roi sera en échec, donc on ne peut pas manger la dame. Et après, roi H8, on fait ici... voilà, dame H6, roi G8 et roi F6, et finalement on va mater comme ça en G7. Et ça en fait, ce plan magnifique hein, du roi qui va jusqu'en H6, eh ben, on n'y pense pas si on est omnibilé par le fait de se dire non, 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 un roi ça doit être en sécurité, on ne peut pas l'utiliser comme une arme offensive. Et enfin, troisième exemple pour illustrer ce propos, cette position connu de la Grunfeld, je vous montre un petit peu le début, D4 cavalier F6, C4 G6 qui est C3 D5, ici on a la défense Grunfeld, et une des lignes très connues de la défense Grunfeld, c'est celle-ci, où ici, après fou E3, les noirs jouent dame A5, ils attaquent ici le pion en C3, donc on le défend avec dame D2, et ici les noirs ils peuvent jouer C prend D4, C prend D4, et manger votre dame en D2. Et ici, beaucoup de joueurs se diraient, ah bah attention, le roi, on m'a dit qu'il ne faut pas le mettre en milieu de l'échiquier, c'est trop risqué, donc beaucoup de joueurs peuvent se dire, bon bah je vais prendre du fou, et après jouer fou B5 éventuellement, vous voyez, et ensuite mettre mon roi en sécurité avec petit roc, et ainsi de suite. Sauf que ici, il s'avère que le meilleur coup, c'est roi prend D2. C'est surprenant, mais ça c'est la troisième exception. En fait, dans les finales, quand vous avez les dames qui ont été échangées, très souvent, votre roi, il a assez peu de chances de se faire mater, et donc finalement le bénéfice qu'apporte un roi actif surpasse largement le risque qui est lié au fait qu'il se fasse mater. Et donc c'est pour cela que ici, les blancs jouent roi prend D2. Vous continuez avec cavalier C6, on joue fou B5. Et après ici par exemple fou D7, on joue tour HC1. Voyons ici les intérêts d'avoir activé rapidement le roi en finale plutôt que d'avoir fait le choix d'un petit roc. Et bien si on compare à un petit roc, ici la tour en H1, vous voyez, elle arrive directement en C1 en un seul coup. Alors que si par exemple vous faites le choix d'un petit roc relativement classique, la différence c'est quoi? C'est que quand maintenant vous faites petit roc, vous voyez, vous dépensez un temps à mettre la tour en F1 et après il faut dépenser un deuxième temps à la mettre ici en C1. Ensuite, le deuxième bénéfice c'est quoi? C'est que vous voyez dans cette ligne, comme ça, bon, si jamais il y a un souci par rapport à ces pions D4 et E4 qui sont quand même pas mal avancés et attaqués par les pièces noires, vous avez quand même le roi qui est à proximité et à tout moment pourrait venir supporter ces pions. Ça, c'est impossible si vous faites le choix de mettre votre roi via un petit roc. Ici, vous allez devoir dépenser un temps, 2 temps, 3 temps pour pouvoir activer votre roi et qu'il ait enfin un rôle offensif. Ce qui est dommage quand on se rend compte que en réalité, le roi en D2 n'est pas vraiment en danger et donc autant l'activer immédiatement. Ici, on a vu du coup ces 3 exceptions qui montrent pourquoi des fois il faut nuancer, mettre le roi en sécurité, ça ne doit pas être un dogme, et il y a pas mal de situations où on peut l'utiliser de façon offensive.